Cette vidéo n'a pas pour but de valoriser la pleurniche, je fais pas partie du culte de la pleurniche, mais d'énoncer un fait et de pousser à la réflexion et surtout de rectifier le tir. Donc pourquoi les entrepreneurs noirs coulent leur business? Pourquoi ils n'arrivent pas à travailler ensemble? Même si je sais très bien que certains arrivent à travailler ensemble, mais globalement, c'est pas ça. Pourquoi d'autres communautés y arrivent? Pourquoi d'autres communautés arrivent à être puissants économiquement et que les Noirs, quel que soit le continent, ça capote. Salut les guerriers, dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons voir la guerre économique. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche, et ceux qui sont déjà abonnés, mettez la petite cloche, sinon vous verrez pas les autres vidéos. Ouais, ça me fait de la peine. Tout le boulot que je fais quand même. Si tu veux apprendre des stratégies business simples et changer d'état d'esprit pour changer de vie, tu peux rejoindre mes emails privés, je propose du contenu exclusif en podcast et par email. Bon, j'ai enregistré un premier podcast, je vais bientôt le monter, donc ça arrive. Pour vous faire comprendre quel élément il manque à la communauté noire pour faire aussi bien que d'autres communautés, je vais l'illustrer d'abord par une histoire. Je vais vous parler de la ville de Tulsa en 1921, ce qu'on appelle le Black Wall Street of America. Donc depuis 1915, la ville de Tulsa, c'est au centre-sud des États-Unis. C'est une ville qui est en pleine expansion. C'est dû au pétrole, c'est l'or noir. Et donc, forcément, ça attire la communauté noire, comme d'autres communautés. Et ils vivent dans un quartier prospère, le quartier de Greenwood. Et donc là-bas, il y a beaucoup d'entrepreneurs afro-américains fortunés. Ils ont du pognon. On appelle ce quartier le Black Wall Street of America. Et donc en 1920, la première guerre mondiale vient de se terminer, c'est cool, et tout le monde rentre au bercail, c'est cool. Eh bien les vétérans sont revenus sur le marché du travail. Et donc ça fait de la concurrence au niveau du boulot aux blancs qui cherchent du travail. Et évidemment, la concurrence crée un sentiment anti-noir. Et ça permet au Ku Klux Klan d'ouvrir une antenne à Tulsa. Eh bien, là où il y a de la haine, là où il y a de la peur, les organisations haineuses, prospèrent. Je vous mets un lien sur une autre vidéo où j'ai traité le sujet des Noirs américains qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale, notamment avec les Français, et qui sont revenus. Et lors de cette vidéo, écoutez bien le traitement qu'ils ont reçu à leur retour. Donc revenons à Tulsa. Même si la ségrégation est illégale, elle continue d'exister, notamment grâce aux lois Jim Crow. Ce sont des lois qui imposent la ségrégation dans tous les lieux et services publics. Les personnes noires n'ont pas le droit d'accéder aux bâtiments réservés aux blancs. Je vous incite à regarder des vidéos que je vais mettre en plus qui vous en parlent. Ce sera en i comme info. Et c'est important pour la suite de l'histoire. Le 30 mai 1920, Dick Rowland, c'est un afro-américain, un jeune homme, il est cireur de chaussures, il est âgé de 19 ans. Et donc ce jeune homme de 19 ans, il est dans un bâtiment où se trouvent les seules toilettes du quartier autorisé aux Noirs. Et donc il est dans l'ascenseur de cet immeuble, soit il marche sur le pied de Sarah Page, qui est une téléphoniste blanche de 17 ans, soit il trébuche, soit il s'agrippe à son bras parce qu'il était en train de tomber, voilà. Mais bon, le problème, c'est que la donzelle, elle pousse un cri. L'employé du magasin l'entend et il voit un noir s'enfuir du bâtiment. Et donc pourquoi il s'enfuit? Parce qu'à cette époque-là, les noirs se faisaient lyncher et sans vraiment avoir de réels motifs. Et dans le doute, il s'enfuit et il se réfugie à Greenwood, chez sa mère. Donc au début, la police se dit que c'est pas une agression. En plus, Sarah Page ne porte pas plainte. Mais le lendemain, il y a 2 policiers qui se présentent à sa porte et emmènent le gamin. Et donc en parallèle, il y a les journaux de Tulsa qui publient un nègre attrapé pour avoir attaqué une fille dans un ascenseur. Vous remarquerez que ça n'a pas beaucoup changé par rapport au titre des médias américains quand ils parlent des Noirs. Et donc, il y a une foule de personnes blanches qui commencent à s'amasser devant le palais de justice et réclament qu'on lui remette Rowland. Mais le shérif y refuse. L'année d'avant, il y avait un certain Roy Benton que les autorités avaient arrêté pour meurtre, qui a été extrait de la prison par un groupe d'hommes armés, puis il l'avait lynché. Et donc, c'est pas parce que le mec est en prison qu'il est forcément en sécurité par rapport à la foule. Et donc, la communauté noire de Greenwood sait très bien que le gamin, Rowland, n'est pas en sécurité. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent des patrouilles armées en voiture pour effectuer des rondes à côté du palais de justice. Et donc, la communauté blanche comprend très bien que les noirs vont pas se laisser lyncher, laisser un des leurs se faire lyncher sans riposter. Et donc, comme ils voient des noirs munis de fusils et de pistolets,
eh bien les Blancs s'arment aussi. Ils réquisitionnent directement les armes de l'armurerie de la garde nationale. Et donc tu te retrouves avec 2000 personnes amassées devant le palais de justice. Et ils réclament la tête du négro. Ah merde, j'ai pas le droit de dire ça. Ouais, parce que tu sais que avec l'algorithme YouTube, il y a des mots que tu peux plus prononcer. Et donc ils veulent casser du noir. J'aurais dit un autre mot. Le problème c'est que maintenant si tu emploies les termes, utilise les bons termes, ça passe pas. Donc on reprend l'histoire, je m'égare. Donc il y a 75 Afro-Américains qui se rendent sur place et proposent leur aide au shérif. Ouais, le shérif il veut pas. Le shérif il veut pas d'aide. Donc ça va dégénérer au moment où un homme blanc demande à l'un des hommes noirs de lui remettre son arme. Forcément, l'autre refuse et ça entraîne des coups de feu. On ne sait pas qui a tiré en premier, mais c'est ce moment-là qui a entraîné les coups de feu. Et donc les blancs se mettent à tirer sur les noirs, qui eux-mêmes répliquent, et donc il y a 12 hommes à terre. Et donc les noirs, étant en infériorité numérique, se replient sur Greenwood, et ils sont poursuivis par une foule en colère, une foule de blancs. Et dans la foule, il y a un des fondateurs de la ville de Tulsa, et il est également membre du Ku Klux Klan. Et donc les blancs envahissent le quartier noir, qu'ils appellent Little Africa. Il y a des émeutiers qui pénètrent dans les maisons, et contraignent les habitants à sortir avant de les arrêter pour les conduire en détention. Donc il y a énormément d'incendies, les blancs tirent sur tous les noirs. Faut savoir qu'il y a l'aviation qui effectue des vols au-dessus de la ville et qui bombarde le quartier noir. Ouais, vous avez bien entendu, il y a l'aviation qui bombarde le quartier noir. Et lors d'un témoignage, je prends juste une partie, les trottoirs étaient littéralement recouverts de boules de térébenthine brûlantes et je savais pourquoi chaque bâtiment en feu avait d'abord pris feu par le haut. Les pompiers ont tenté d'intervenir mais ils ont été menacés par la foule blanche. Le bilan est de 300 morts, 800 personnes sont amenées à l'hôpital et 6000 noirs sont encore détenus le lendemain de l'émeute. Le quartier de Greenwood a été littéralement rasé. Des églises, des écoles, le seul hôpital qui accueillait des noirs a été rasé. 131 entreprises ont été détruites. 1256 maisons sont parties en cendres. 10 000 personnes se retrouvent à la rue. Les Noirs ne seront jamais dédommagés et devront tout reconstruire par eux-mêmes. Et bien sûr, il n'y aura aucune condamnation. Ce n'est qu'en 1995 qu'il y a une commission qui a été ouverte suite à ces événements. Si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde est régi par des rapports de force. Il y a le temps de paix et le temps de guerre. Et le temps de paix, c'est fait pour préparer la guerre. Si tu ne te prépares pas en temps de paix à préparer la guerre, tu es mort. Ces événements ont eu lieu il y a un siècle. Est-ce que ça peut se reproduire? On s'en fout. C'est pas le propos. Ça peut se reproduire ou pas. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut en retirer des leçons. Avant qu'il y ait le massacre de Tulsa, il s'est passé quoi? Il y avait une confrontation économique entre les Blancs et les Noirs. Il faut pas oublier que les Noirs, il y a peu de temps, étaient encore esclaves. C'est pas parce que vous êtes citoyen d'un pays que vous devez arrêter de monter la garde. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un pays en paix, dans un pays prospère, que vous devez ranger votre épée. Vous ne savez pas si demain, on peut tout vous prendre et vous devez démarrer de zéro. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est la dernière roue du carrosse. C'est parce qu'on est faible. Et on le voit aujourd'hui, on adopte des doctrines bidons, des doctrines qui valent pas un clou pour défendre nos intérêts, pour avoir des droits qui ne servent à rien. Ce qui compte, c'est votre pouvoir économique. Ce que je vois, c'est qu'il y a des tendances politiques qui se servent des Noirs pour atteindre leurs objectifs. Alors que le nôtre, c'est avoir plus de pouvoir économique. Vous pouvez pas à la fois être communiste et vouloir qu'il y ait plus de millionnaires noirs. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de Noirs qui viennent pleurer, qui sont haineux envers d'autres communautés, mais qui ne cherchent pas à avoir plus de pouvoir économique. Vous ne pouvez pas vous battre avec des hommes et des femmes qui sont dans le culte de la pleurniche, alors que la plupart des Noirs sensés savent très bien ce qu'il faut faire. Il faut avoir plus de pouvoir économique en lançant son business. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour des inégalités, mais la priorité, ce qui est le plus difficile à avoir, c'est du pouvoir économique. Et ceux qui peuvent changer les choses, ce sont les entrepreneurs qui ont une vue d'ensemble. Les problèmes des Afro-Américains ne sont pas les mêmes que les Africains du continent, comme ils ne sont pas les mêmes des Africains, des descendants d'Africains, des Afro-descendants qui sont en France. Chaque environnement doit avoir sa propre stratégie. Vous n'auriez pas l'idée de mettre une doudoune sur la plage, parce que la doudoune, ce vêtement, ne correspond pas aux besoins que vous avez lorsque vous allez à la plage. Chaque environnement demande une stratégie différente. Je vais vous donner quelques chiffres venant des États-Unis parce que, en fait, là-bas, il y a des sondages par ethnie, par race. Donc c'est plus simple. Et je vais prendre quelques chiffres qui sont
population de la ville de Minneapolis, c'est la ville où George Floyd a été tué. Le revenu médian des Noirs à Minneapolis est de 26 000 $, alors que pour les Blancs, il est de 76 000 $. Donc 3 fois plus. Pour les Asiatiques, il est de 65 000 $. Aux USA, le patrimoine, c'était en 2016, des familles noires représente 1/10 de celui des familles blanches. Il est de 171 000 $ pour les Blancs et de 17 000 $ pour les Noirs. Ces chiffres viennent d'une étude de la Réserve fédérale américaine. Le chômage est plus élevé pour les Afro-Américains. 21% des Afro-Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est le double de celui des Blancs. Le taux de mortalité de la maladie qui a touché tout le monde entier, parce que je peux pas dire le mot, parce que sinon la vidéo... Voilà. Elle est de 54% pour les Afro-Américains. C'est pas bon d'être pauvre. Les mecs qui pensaient que Obama allait changer les choses pour eux, là ils se sont pris le doigt dans l'œil. Je vais vous donner un exercice qui peut vous aider à comprendre les choses, à comprendre ce que je veux dire. Imaginez 3 échiquiers. Un échiquier sur les relations internationales, un échiquier sur la politique nationale, un échiquier sur la politique économique, sur l'économie plutôt. Et sur chacun de ces échiquiers, vous mettez des acteurs. Il y a des acteurs majeurs, des acteurs moyens et des acteurs mineurs. Et vous placez ces acteurs par rapport à l'échiquier. Par exemple, sur l'échiquier politique, vous regardez ceux qui sont favorables à votre position, ceux qui sont hostiles, ceux qui sont hésitants, ceux qui sont neutres. Et par rapport au visuel de ce positionnement, vous allez pouvoir déterminer où vous vous situez, qui sont vos adversaires. C'est la même chose pour l'échiquier économique, qui est business par exemple. Et ces acteurs peuvent se retrouver sur plusieurs échiquiers. Ça vous permettra de comprendre les acteurs directs et indirects, de voir visuellement où vous vous situez. Ça permet de voir les différentes influences qui peuvent nous nuire et celles qui peuvent nous servir. Et étant donné que les Noirs en général n'ont pas d'objectif commun, n'ont pas de stratégie commune, ça va être difficile. Donc le mieux, c'est de se regrouper en petites communautés. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, nous ne sommes pas tous frères. Il faut aller avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, avec des gens avec qui vous coopérez régulièrement. Est-ce qu'on a le même communautarisme que aux États-Unis? Non, en France, c'est différent. C'est différent aussi en Afrique. Il y a d'autres problèmes chez les entrepreneurs noirs, comme le professionnalisme ou l'excellence, mais qu'on ne se trompe pas. Ceux qui sont fait avoir à Tulsa, ils étaient professionnels, ils étaient dans l'excellence. Il y avait des noirs fortunés à cette époque. Le problème, le plus gros problème, à mon sens, c'est le manque de stratégie, le manque d'excellence. Ce que je dis pourrait être valable peut-être dans d'autres communautés, mais ce qui est important, c'est que il y a beaucoup de noirs entrepreneurs en France, et c'est très bien. Et la France, c'est pas les États-Unis. Donc l'environnement que l'on a en France demande une stratégie qui est différente de celle des Afro-Américains. Essayez de changer les choses qui sont à votre portée. Ça sert à rien de parler de grandes politiques alors que vous n'êtes même pas capable, à votre niveau, de pousser les pions. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en France, on a la possibilité, et même dans des pays africains, de lancer son business. Est-ce que ça peut changer les choses? Oui, ça a plus de possibilités de changer les choses, simplement parce que ça donne plus de pouvoir économique. Et c'est l'élément qui manque pour changer la société, changer la vision que l'on a des entrepreneurs noirs. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se préoccuper des problèmes de société? Non. C'est simplement que je pointe du doigt le problème qui nous manque. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.